tout le monde. Juste pour m'assurer qu'on n'a pas de problème technique, vous levez la main pour dire que tout est bon à votre niveau, que vous m'entendez, que vous voyez le partage d'écran. On lève la main, s'il vous plaît, si on voit le partage d'écran, si on voit le professeur ici, on l'entend. S'il vous plaît, on lève la main. S'il vous plaît, je crois qu'on a un problème technique. On lève la main si on m'entend. Ameni. Madame, كنا هذه الإدينا. Ah, il y a un décalage alors. Merci beaucoup. Il y a un décalage. Vous voyez mon écran par contre. Oui, madame. Donc voilà, nous sommes en enregistrement. Nous sommes le lundi 26 octobre 2020 et aujourd'hui nous finissons, Inch'Allah, nous allons essayer de finir un maximum par rapport au cours PEMAS. On a un problème technologique, donc dans l'ordre et dans le calme habituel, s'il y a des questions, on prend directement le micro à cause justement de ce problème technologique. On ne va pas voir des choses qui nous sont étrangères. Nous sommes dans notre fascicule PEMAS, page 96, au niveau de cette partie qui s'appelle la formation du contrat d'assurance. Et quand je parle de formation de contrat d'assurance, je parle de construction du contrat d'assurance, de souscription du contrat d'assurance, de mise en place. En vérité, je parle d'un nombre de phases assez importantes et aussi je parle d'une phase qui a précédé la formation du contrat d'assurance, qui est la phase de pourparler ou la phase de négociation. Donc, le mot pourparler veut dire tout simplement phase de négociation. Et je ne suis pas totalement, je suis, je crois, invitée dans cette discussion. Donc, je vais juste vérifier que tout le monde est dans la salle. Mais si quelqu'un peut prendre le relais pour faire les entrées d'étudiants à ma place, il me rendra service. Comme ça, je ne serai pas obligée d'arrêter le cours. Donc, oui. Donc, le contrat d'assurance est généralement conclu après une phase assez longue qui précède la formation du contrat d'assurance et qui est la phase de pourparler ou la phase de négociation, qu'on appelle aussi dans le jargon technique phase pré-contractuelle. Donc, il y a la phase pré-contractuelle qui est la phase de négociation ou de pourparler. Il y a la phase contractuelle de mise en place ou de souscription du contrat d'assurance. Donc, au moment de la phase contractuelle, le contrat entre en vigueur. Yadkhol hayz al-tanfiz en arabe. Puis, il y a bien sûr, comme vous vous en doutez, une troisième phase qui est la phase post-contractuelle. Donc, phase qui suit l'entrée en vigueur du contrat d'assurance. En tout cas, je retiens de cette phase pré-contractuelle que c'est la phase de négociation, de pourparler. C'est aussi la phase des cotations où l'assureur va transmettre à l'assuré sa meilleure offre, donc sa meilleure offre on ne dit pas de prix, mais de prime et de garantie. D'où justement ce fameux rapport prime à garantie ou garantie à prime, dont on parlera toujours dans le secteur des assurances et on ne parlera jamais, comme je vous ai dit, de rapport qualité-prix, exactement comme on ne parlera pas du client d'un médecin, on parlera toujours du patient d'un médecin. Dans tous les cas, pendant cette phase de pourparler, oui. Excusez-moi, madame. Juste la fenêtre est très petite, donc on est les phrases.
Donc, c'est bon maintenant? Oui, madame, c'est bon, merci. Donc, pendant la phase de pourparler, la phase de négociation, la phase des cotations, c'est la phase où on va signer le formulaire de déclaration de risque. C'est la phase où on va avoir la proposition d'assurance qui s'appelle cotation à ce stade. C'est la phase où l'assureur va accepter le risque. Donc ici, c'est l'acceptation du risque de la part de l'assureur. En tout cas, l'assureur n'ira pas au-delà s'il refuse le risque. Et bien sûr, dans la phase précontractuelle, il va y avoir par la suite la remise de la note de couverture qu'on connaît, donc la note de couverture qui s'appelle aussi note de couverture provisoire que nous avons vue, qui s'appelle aussi tout court note de couverture dans le secteur et dans le langage du secteur. On connaît bien, je veux dire, ces notions. Et enfin, il y aura la conclusion définitive du contrat, c'est-à-dire de la police d'assurance. Alors, on dit contrat d'assurance et on dit aussi police d'assurance. Et je ne suis en train de vous apprendre absolument rien de nouveau, car tout ça, on le connaît. Le contrat d'assurance est donc toujours précédé de pourparlers, de négociations. Et pendant ces négociations, l'assureur va évaluer le risque qu'il va peut-être garantir et peut-être pas. Peut-être garantir et peut-être pas. Bien sûr, quand je dis que l'assureur évalue le risque, on a déjà eu ensemble une partie de cours où on s'est arrêté sur les 4 étapes qu'observe l'assureur avant d'accepter un risque. Donc ici, pendant la phase des pourparlers, l'assureur va adopter cette stratégie en 4 étapes d'identification, de mise sous maîtrise de risque. Il va autoriser le transfert des risques et il va coter le risque. Il va agir comme un commercial, il va agir comme un technicien, comme un risk manager. Et enfin, il va assurer le risque, qu'il peut garantir, qu'il peut aussi refuser de prendre en charge. En tout cas, s'il le garantit, s'il accepte de garantir le risque, il va forcément procéder à une cotation qui va déterminer le montant de la prime. Du côté du souscripteur maintenant, et on peut dire souscripteur ou assuré, normalement, l'assuré va alors se baser sur la cotation, sur justement ce rapport garantie à prime pour prendre sa décision. Donc, tant que je n'ai pas signé le contrat d'assurance, la police d'assurance, particulièrement les conditions générales et particulières, je n'ai pas encore, au sens de la loi, accepté de devenir un souscripteur. C'est-à-dire que s'il y a une différence entre la police d'assurance et la proposition d'assurance, c'est que la proposition d'assurance n'engage pas l'assuré. Je peux demander 1000 cotations sur le marché. Si je suis dans un marché qui a cette taille, je peux demander une cotation à tous les assureurs de la place. Ça ne veut pas dire que le contrat d'assurance s'impose à moi. Par contre, si je signe les conditions générales et particulières, le contrat devient opposable et le contrat a une existence. Je me rappelle d'une fois où je pense Emeni a demandé une cotation au GATT lors de la présentation du GATT. Et ce jour-là, j'ai eu peur après l'avoir quitté parce que je me suis dit, j'ai peur qu'on lui envoie des documents et qu'elle signe un document sans se rendre compte. Elle serait alors redevable de la prime et elle serait alors dans la position d'un souscripteur. Elle serait alors dans la position d'un assuré. Donc, s'il y a quelque chose qui fait fondamentalement la différence entre une cotation, une proposition d'assurance et le contrat, c'est la signature. Et bien sûr, quand je parle de, euh, de secteur des assurances, je parle souvent d'appel d'offres.
Et quand je parle d'appel d'offres, je ne parle plus de cotation, je parle alors de consultation sur le marché. Consultation sur le marché. Parce que ici, si je me mets dans l'hypothèse d'un appel d'offres, d'une consultation sur le marché, par les établissements publics, les entreprises publiques, pour tout type de contrat, je passe peut-être par un courtier en assurance ou par un département juridique propre à mon assurance, propre à mon entreprise. Donc, supposons que nous sommes l'ASTEG ou la SONED, nous avons nécessairement un département juridique qui s'occupe des assurances, ou un département d'assurance d'ailleurs, et ce département va alors lancer carrément un appel d'offres pour éviter de recourir à chaque compagnie. Et souvent, dans le secteur des assurances, les affaires les plus juteuses, c'est-à-dire les affaires où justement se cache le mythe, sont des histoires d'appel d'offres, c'est-à-dire des consultations sur le marché. Bien sûr, il s'agit du marché des assurances, des consultations. Alors, des risques comme la SONED, comme la STEG, comme Tunisie Télécom, comme Tunisair, mais aussi dans le privé, des boîtes comme British Gas, comme Total, vont recourir nécessairement à la technique des appels d'offres et à la consultation élargie du marché. Ensuite, elles vont recevoir des plis renfermant les conditions tarifaires et les conditions de garantie et évaluer, soit elles-mêmes, soit à travers leur courtier, le rapport prime à garantie et se décider pour le choix d'un assureur plutôt qu'un autre. C'est pour cela que la proposition d'assurance, la simple cotation, ne s'impose pas aux parties, seule s'impose aux parties, ce qui fait l'objet d'une signature, et bien sûr cette signature pour être conforme à la loi, pour remplir les conditions de fond et de forme exigées par la loi, et notamment plutôt ici les conditions de forme, il faut qu'elles soient agréées, signées par les deux parties. C'est-à-dire que normalement, si l'assureur n'a pas signé ou si l'assuré n'a pas signé, le contrat est encore un tout petit peu pas tout à fait parfait. Pour être parfait, non seulement l'assuré doit impérativement le signer, mais aussi la compagnie d'assurance. C'est pour cela que je dis que les pourparlers, du mot parler, à la multiplicité des négociations, les pourparlers qui peuvent s'engager entre un assuré, un agent général ou un courtier, que ce soit d'ailleurs à l'initiative du client, donc de l'assuré ou de l'agent ou du courtier, les pourparlers aussi n'ont pas de sens. Ce qui a un véritable sens, c'est la souscription, c'est l'entrée en vigueur d'un contrat d'assurance à travers justement ce consentement, cet échange de signatures entre les parties. Et on voit donc très bien que c'est un processus lent, que cette phase précontractuelle, cette phase de pourparlers et de négociation peut prendre beaucoup de temps. Elle peut même prendre 8-9 mois. Donc, c'est une phase très importante. C'est pour ça que je parle de va et de vient entre l'assuré, l'assureur, éventuellement l'agent d'assurance, le courtier, éventuellement le producteur vie. En tout cas, c'est au terme, c'est-à-dire à l'issue, à la fin de ce va-et-vient, de ces négociations multiples, de ces pourparlers qui mettent beaucoup de temps, qui s'étendent parfois. Parfois, les pourparlers, comme je viens de dire, peuvent durer 8 et 9 mois. Au terme donc de ce va-et-vient, de ces échanges, le moment où on peut être certain de l'accord des volontés est donc nécessairement et uniquement le moment de la signature de la police par l'assuré. Donc, et bien sûr, comme j'ai dit, l'assureur doit aussi signer le contrat. L'assureur doit aussi signer le contrat pour que le contrat soit parfait. Donc, signature de l'assuré
plus signature de l'assureur égale contrat qui entre en vigueur et qui est, bien sûr, parfait, mutakemel, au sens de la loi. Donc, un contrat parfait, c'est-à-dire, est un contrat, c'est-à-dire que c'est donc un contrat qui remplit à la fois les conditions de fond et les conditions de forme, et on sait très bien que ces conditions de fond et de forme sont exigées par qui? Eh bien, tout simplement par l'article 1er du Code des assurances. Une fois que les conditions de fond et de forme sont remplies, le contrat est parfait. Et ces conditions de fond et de forme ne peuvent être tout à fait parfaites que s'il y a la signature de l'assuré et la signature de l'assureur. Donc, si les pourparlers aboutissent, réussissent, les parties franchissent alors l'étape supérieure, qui est la proposition d'assurance. Cette proposition est analysée comme le document par lequel le futur souscripteur demande à souscrire un contrat d'assurance. On va alors adopter le principe, là on est dans le principe du consensus, le caractère consensuel, et bien sûr, dès que la proposition agrée les deux parties, on va passer au formulaire de déclaration de risque. Et ce formulaire de déclaration de risque va être une pièce tout à fait importante du contrat d'assurance. Il va faire partie du contenu de la police et il va être la base de la tarification. Donc, la proposition d'assurance est le document par lequel le futur souscripteur, vous voyez, je ne parle pas de l'assuré, je parle du futur souscripteur. Je parle d'un prospect, d'un client, donc d'un futur client. Donc, la proposition d'assurance est le document par lequel le client, le futur client, demande à devenir client de l'assureur et à souscrire un contrat d'assurance. Bien sûr, l'assureur va vous remettre à ce moment-là un imprimé ou une série d'imprimés que vous allez signer. Cet imprimé, on nous dit qu'il contient un certain nombre de questions. Et donc, on a compris qu'il s'agit du FDR. Avant, on l'appelait formulaire de déclaration de risque. Et maintenant, on va toujours l'appeler F comme formulaire, D comme déclaration, R comme risque. Donc, tout simplement, on va l'appeler à partir de maintenant le FDR. Une fois que je signe le FDR, je décris la nature exacte de mon risque et on a vu plusieurs types de FDR. L'assureur va se baser alors sur le contenu du FDR, sur la réponse aux questions que j'ai fournies pour établir la proposition, donc qui est l'offre de prime et l'offre de garantie. À quel prix il va me garantir mon risque et sous quelles conditions, autrement dit, sous quels termes d'exclusion, sous quels termes de déchéance, sous quels termes de prescription, de nullité, etc. Sous quels termes de franchise, sous quels termes de délai de carence, etc., etc., etc. Alors, on n'est plus dans la phase de sollicitation. La première phase, si vous avez fait attention, est une phase de sollicitation. Donc, je sollicite l'assureur pour me couvrir. Mais une fois que j'ai reçu
une fois que j'ai reçu, que j'ai rempli le FDR et que j'ai reçu une cotation, on est dans une phase nouvelle qui s'appelle pollicitation. Du mot police, sollicitation pour une police d'assurance. Donc, ne pas confondre, s'il vous plaît. Je sais que c'est un peu délicat, mais ne pas confondre pollicitation, qui est la phase où on sollicite une police d'assurance, avec le mot ordinaire, c'est sollicitation, donc pour les affaires ordinaires, mais quand il s'agit de sollicitation pour l'assurance, on est carrément dans ce qu'on appelle techniquement une pollicitation. Et la pollicitation est l'offre de prix et de garantie, donc c'est aussi une manière de désigner autrement la cotation. Et cette cotation va rester valable dans la limite d'un délai, c'est-à-dire qu'elle est conditionnée dans le temps avec une date limite pour l'acceptation. Dans toutes les offres d'assureurs, dans toutes les pollicitations, dans toutes les cotations d'assureurs, on vous dira cette cotation demeure valable pour une durée de 3 mois à compter de ce jour. À défaut de souscription dans ce délai donc de 3 mois, il va falloir repasser par un nouveau processus de cotation ou de pollicitation. Donc, on peut considérer que pollicitation et cotation, ce sont à peu près des synonymes. Et pour être très clair, une cotation d'assurance, pollicitation, et s'il vous plaît, pour adopter donc le langage clair, on ne va plus utiliser le mot sollicitation, mais on va utiliser, comme je vous ai dit, le mot pollicitation. Alors là, nous sommes dans des fragments du cours du professeur Taoufik Benjmia. Bien sûr, c'est un juriste, donc j'essaie d'expliquer, mais vous allez voir que si vous comprenez cette partie, tout ira très bien. Cependant, si le contrat d'assurance est ultérieurement, c'est-à-dire par la suite, souscrit sur la base des déclarations contenues dans la proposition, ces déclarations prennent une grande importance car elles constituent la déclaration des risques. Donc, c'est le formulaire de déclaration du risque, le fameux FDR, qui sert de base à l'appréciation de l'assureur. Et l'article 7 du Code des assurances parle du formulaire de déclaration du risque. Et bien sûr, ce formulaire, le professeur Benjmia nous rappelle que ce formulaire est issu de ce caractère de bonne ou de mauvaise foi de l'assuré et que si l'assuré ne répond pas loyalement en observant la bonne foi, il s'expose à des sanctions prévues à l'article 8 du Code qu'on va découvrir plus tard. Bien entendu, même l'assureur n'est pas lié par la proposition d'assurance, par la cotation, par la pollicitation. Plusieurs mots pour désigner la même chose. Donc, même l'assureur qui vous a fait une cotation, dans le délai de 3 mois, sous réserve du contenu du formulaire de déclaration de risque, sous réserve de tout changement pouvant intervenir au niveau du risque lui-même, sous réserve de la découverte de choses qui aggravent ou qui diminuent le risque, peut revenir sur sa cotation, peut revenir sur sa pollicitation. Il peut exiger par la suite un tarif plus cher et il peut même renoncer à assurer un risque qu'il a coté s'il découvre que ce risque est exposé ou elle a fait l'objet plutôt d'aggravation. Si on prend le cas de Bhopal, un assureur qui fait une visite de risque après une cotation, qui découvre que le risque déclaré par le client ne représente pas le risque réel et que le risque réel est plus grave, il va dire non. Même si Bhopal va me rapporter beaucoup d'argent, la cotation que je vous ai envoyée, je ne vais pas la concrétiser par un contrat d'assurance. Et donc,
On voit souvent ça en incendie, on voit souvent ça en santé, lorsqu'on découvre que les gens ont des problèmes à la suite d'analyses, par exemple. Donc, l'assureur aussi est en droit de revenir sur sa cotation, sur sa sollicitation. Les deux parties, tant qu'elles n'ont pas signé le contrat définitivement, peuvent revenir sur la sollicitation. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi une simple cotation ou une simple sollicitation n'est pas suffisante. Donc, pour résumer, c'est l'acceptation des deux parties qui entraîne la conclusion du contrat d'assurance. Et pour ne pas faire plus long que ça, c'est vraiment la double signature qui va rendre l'acceptation express, donc, et cette double signature, donc cette double signature, cette acceptation express, c'est elle qui va entraîner le moment de la naissance du contrat d'assurance et donc de la naissance de la police d'assurance. Et on va essayer de redire tout ça, mais rapidement, mais avec des mots plus simples qu'un jargon juridique. Donc, le processus de formation du contrat d'assurance est assez complexe. Il passe par une phase de pourparlers, pour résumer. Il passe par une phase de sollicitation où les cotations sont échangées entre l'assureur et le futur assuré. Mais pendant cette phase de sollicitation, chacune des parties a le droit de ne pas signer le contrat, même si la sollicitation dure 1 an, même si la sollicitation dure 9 mois ou 1 an, ou plus que ça d'ailleurs, parce que pour les contrats les plus importants, on peut mettre vraiment de nombreux mois à négocier. Donc, ce n'est pas parce que vous avez négocié pendant de très longs mois que vous devez absolument signer le contrat. Absolument pas. Et ça, c'est votre droit. On est dans le caractère synalagmatique. Quand je parle et que je développe au sujet de la sollicitation sur laquelle les deux parties peuvent se retourner, donc, qui peuvent donc remettre en cause, je suis dans les droits de chaque partie. Alors, le processus de formation du contrat d'assurance est assez complexe. En premier lieu, il repose sur les déclarations du risque lors de la souscription. Et vous allez comprendre, c'est bien entendu le FDR qui fait partie intégrante du contrat. À la souscription du contrat, donc à la mise en place du contrat, l'assuré est tenu de déclarer le risque objet de la garantie, encore une fois, à travers le FDR. Il est tenu de remplir en bonne et due forme le FDR fourni par l'assureur, selon le modèle propre à chaque compagnie d'assurance et à chaque type de risque ou à chaque catégorie de risque. Donc, il y a un formulaire pour l'incendie, il y a un formulaire pour l'automobile, il y a un formulaire pour les accidents, etc., etc. La seule obligation du souscripteur est de répondre exactement, c'est-à-dire en toute loyauté, avec toute la bonne foi, aux questions posées par l'assureur. Et là, s'il faut dire, si je pose la question, souffrez-vous ou avez-vous souffert de troubles mentaux, il vaut mieux dire oui. C'est une obligation. On est en plein dans le caractère synalagmatique. Donc, l'obligation, c'est le caractère synalagmatique. Sinon, vous faussez les calculs de l'assureur et vous faussez l'appréciation de l'assureur. À la limite, c'est la première obligation de l'assuré. Ensuite, le contrat d'assurance étant un contrat de bonne foi, l'assureur est, comme je dis, supposé faire confiance aux déclarations de l'assuré. Donc, c'est sur la base des informations fournies par l'assuré dans le FDR que l'assureur va apprécier le risque et déterminer la prime correspondante. On est donc ici dans une phase, dans une étape qui s'appelle la phase de tarification et qui est basée simplement sur le contenu du FDR.
Alors, si le FDR est loyal, pas de problème, ni pour l'assuré, ni pour l'assureur. Mais s'il y a un manque de loyauté, que va-t-il se passer? En tout cas, il y aura quelque part des problèmes qui nécessiteront soit des ajustements, on va les voir plus tard, soit des sanctions. Et ces sanctions peuvent aller, des sanctions pouvant aller, bien entendu, jusqu'à quoi? Jusqu'à ces fameuses mentions en caractère typographique apparent, voire très apparent. Donc, ces sanctions peuvent aller jusqu'à... Et si vous arrivez à suivre et à anticiper ce que je dis, c'est que votre compréhension est excellente, peuvent aller jusqu'à la nullité du contrat. Et quand je parle de nullité de contrat, je veux dire qu'on aura considéré que malgré l'existence du contrat d'assurance, l'assurance en elle-même, la couverture d'assurance est considérée comme si elle n'avait jamais été mise en place, comme si jamais le contrat n'a existé, jusqu'à la nullité du contrat. Donc, je rajoute pour les éléments qui ont des soucis, donc on va se retrouver dans la situation comme si le contrat d'assurance n'avait jamais quoi? Eh bien, jamais existé. Donc, en matière de souscription du risque, l'information est réciproque. Et là, je suis dans le caractère synallagmatique, droit et devoir des parties. Le souscripteur doit fournir à l'assureur les informations relatives au risque assuré, le fameux FDR, et l'assureur doit fournir au souscripteur les informations relatives aux garanties et primes. C'est la raison pour laquelle je parle depuis le début de ce cours du fameux rapport garantie avec S. J'insiste donc sur ce S. Garantie à prime. Et j'insiste aussi sur le S dans prime. Donc, le fameux rapport garantie à prime qui va conditionner le choix et la décision de l'assuré, du futur assuré. Donc, vous voyez, et j'insiste beaucoup, qu'en matière de souscription de risque, la loi est comme ça, c'est issu du code des articles 1 à 44-45, titre 1er, chapitre 1er. Le souscripteur n'a pas le choix, c'est pas peu, c'est le caractère d'obligation, c'est tous ces caractères qu'on a vus dans le code des assurances. Le souscripteur doit fournir les informations nécessaires dans le FDR à remplir, pour être clair dans les mots et pour utiliser la bonne terminologie, à remplir loyalement et de bonne foi. Et l'assuré, lui, et l'assureur, lui, ne doit pas vous cacher le contenu des garanties et des primes. Vous voyez que même ici, c'est écrit avec un S, garantie et prime. Car la prime peut être une seule prime, une prime unique, comme cela peut être des primes périodiques. Alors, l'exemple d'une prime unique, c'est peut-être, je pense, on peut utiliser ça sans réserve, l'assurance automobile. Vous avez une échéance je peux dire semestrielle,
ou annuel. Mais vous pouvez être dans des risques différents, comme le risque santé ou dans le risque crédit. Et là, vous allez avoir des facturations, donc des primes périodiques, des primes périodiques, donc des primes peut-être mensuelles, trimestrielles. Et ça, c'est un point important parce que probablement que la difficulté la plus grande qui nous reste, c'est de comprendre justement que l'assureur, pour alimenter ses cash flows, va recourir à ce système de primes mensuelles et trimestrielles. Dans les assurances santé, on verra, je vous expliquerai la fabrication donc des primes périodiques et je vous expliquerai aussi la fabrication du cash flow de manière constante pour l'assureur. En tout cas, nous sommes en train de perdre du temps pour en gagner par la suite. L'information de l'assureur par l'assuré, donc le formulaire de déclaration de risque, elle est toujours matérialisée, vous voyez, on va répéter la même chose, par une déclaration de risque, dite également proposition d'assurance, dite également SDR. C'est juste la terminologie. C'est un imprimé que le souscripteur remplit lors de la déclaration de risque, selon le modèle de la compagnie, selon le modèle de la compagnie d'assurance. Et chaque compagnie a son modèle et chaque branche de chaque même compagnie a son modèle. C'est donc un questionnaire. On appelle aussi parfois le formulaire de déclaration de risque simplement questionnaire. Donc, je peux utiliser le mot proposition d'assurance, je peux utiliser le mot questionnaire, je peux utiliser le mot FDR. Le souscripteur doit répondre loyalement. Il doit informer l'assureur qui accepte le risque de tout élément, voire même des éléments additionnels non demandés par l'assureur qui peuvent altérer, modifier l'appréciation de risque de l'assureur. Comme on a vu, le formulaire de risque, s'il n'y a pas signature, n'a pas d'importance. Mais s'il y a signature, il devient une pièce importante du contrat. Il sera également signé et daté par le souscripteur. En échange, l'information de l'assuré par l'assureur, c'est une preuve du caractère d'adhésion et du caractère consensuel. Donc, il n'y a que le consentement express des deux parties qui permet la conclusion du contrat, la signature des deux parties. Et je suis désolée. Oui? Quelqu'un veut prendre le micro? Donc, le contrat prend effet dès cette signature. Il est réputé conclu et le consentement des parties est réputé né. L'écrit reste la seule preuve du contrat. On le connaît depuis l'analyse de l'article 1. La police d'assurance est la preuve par excellence de l'existence d'un contrat d'assurance. Elle constate l'accord des parties et donc on dit aussi qu'elle matérialise le caractère consensuel et d'adhésion. Je vérifie que si quelqu'un peut prendre le micro pour vérifier qu'on n'a pas de problème technique, s'il vous plaît. Quelqu'un peut prendre le micro pour vérifier qu'on n'a pas de problème technique. Et Méni, s'il vous plaît. Méni Salemi. Oui, madame. Donc, je reprends le cours, s'il vous plaît. D'accord. Donc, la naissance de la police d'assurance matérialise le caractère consensuel et d'adhésion. Et de là, donc d'ici, et de là, vont naître, comme vous l'avez déjà compris, si vous arrivez à suivre, c'est que votre compréhension est excellente et que vous n'avez plus peur pour vous, pour naviguer dans les eaux de ce domaine qui est les assurances
Et de là vont naître quoi? Eh bien, tout simplement, les obligations et les droits réciproques des parties, et donc le caractère synallagmatique du contrat d'assurance. Deux parties dans la police, CG-CP, donc les conditions générales qu'on appellera CG, les conditions particulières qu'on appellera CP. Mais aussi, des fois, on va trouver, des fois, pas toujours, mais souvent, des conventions spéciales et des annexes. Alors, les annexes et les conventions spéciales, moi, quand j'entends convention spéciale et annexe, je pense notamment à l'incendie qui est pleine d'annexes, la branche incendie, je veux dire, les polices incendie. Je pense aussi à la branche automobile qui est pleine d'annexes. Après, dans d'autres branches, il y a beaucoup moins de recours aux annexes et aux conventions spéciales. Un élément important, c'est la preuve du contrat. La police d'assurance, donc c'est le document qui constate, ça c'est la définition juridique. C'est le document signé des parties qui constate l'existence et les conditions de prime et de garantie. Et voilà, il ne faut pas se tromper, il vaut mieux être prudent. Rajouter les S parce que les primes peuvent être uniques comme elles peuvent être périodiques. Donc, il vaut mieux toujours dire rapport garantie à prime au pluriel. Donc, la police d'assurance est le document signé des parties qui constate l'existence des conditions de prime et de garantie, notre fameux rapport prime à garantie, et qui est, je vais dire, le seul et unique élément de preuve incontestable de la police d'assurance. Même la note de couverture provisoire n'a pas la valeur de la police d'assurance. L'article 3 du Code des assurances nous a précisé que la police doit obligatoirement comporter des mentions obligatoires qu'on connaît, le nom, le domicile du contractant, donc de l'assuré ou du souscripteur. La chose ou la personne assurée, c'est-à-dire l'élément de patrimoine ou la personne sur qui repose le risque. Ça, on le connaît. Sur qui repose le risque ou, pour utiliser un langage plus clair, sur la tête de qui repose le risque. La nature des risques garantis. Et là, la nature des risques garantis, c'est le fameux bouquet. Le bouquet et sa construction. Rappelez-vous, le contrat automobile, les conditions générales des contrats automobiles. Donc, on va lister l'ensemble des garanties offertes par la police ou par le bouquet avec indication du montant du capital assuré juste à côté et de la prime y afférente. Donc, si vous revenez justement à notre fameux contrat d'assurance automobile, qui n'est plus sur mon bureau malheureusement, vous allez trouver la prime pour la responsabilité civile, la prime pour l'incendie, la prime pour l'assistance, etc. Donc voilà le point de départ de la durée de la garantie, donc la date d'entrée en vigueur de la police, la date de formation du contrat, qu'on appelle aussi la date d'anniversaire de la police, la date anniversaire de la police,
qu'on appelle aussi échéance principale. Et tout ça, bien sûr, c'est des choses que nous avons déjà eu le temps de voir et donc nous sommes plutôt, merci, et donc nous sommes plutôt sur des choses qu'on connaît, mais juste des clarifications. Le montant de la garantie, donc valeur assurée, donc capitaux assurés. Donc là, je suis en train de résumer l'ensemble de la terminologie. La prime ou la cotisation d'assurance, parce que bien sûr, je peux être dans une assurance conventionnelle comme je peux être dans du TKF. Et la date de souscription du contrat, qui est donc la date de mise en place aussi, qui est donc la date anniversaire, qui est donc l'échéance principale de la police. La police est un imprimé établi par l'assureur agréé par le comité général, qui est la tutelle, le CGA, qui a déjà apposé un visa, donc qui a contrôlé la conformité avec la législation en vigueur et apposé son visa. Donc visa, c'est un mot pour dire autorisation du CGA, autorisation du ministère des Finances, puisque le CGA est sous la tutelle, son ministère de tutelle est le ministère des Finances. Et on a vu tout ça. Cet imprimé donc que nous avons vu même comprend un ensemble de clauses, rappelez-vous s'il vous plaît, de clauses contractuelles. Il commence toujours par des définitions. Donc cet imprimé comprend un ensemble de clauses communes à tous les contrats d'une catégorie donnée, appelée CG. Et c'est à cause de l'existence des CG qu'on qualifie le contrat d'assurance de contrat d'adhésion, puisque les CG s'appliquent à toutes les personnes assurées dans le cadre du contrat automobile, du GATT ou de la carte. C'est pour cela que les conditions CG sont complétées par les CP qui vont individualiser le contrat, l'adapter à la situation de chaque assuré. C'est pour ça que donc, dans les CP, dans les conditions particulières de notre fameux contrat automobile de la carte, rappelez-vous la Dacia, le bouquet, on avait justement pu savoir que c'était une Dacia et on savait même quelle année, on connaissait même les capitaux et d'autres détails grâce justement au CP. Donc, les CG, c'est une chose, c'est le caractère d'adhésion et les CP, c'est pour individualiser le risque, pour individualiser le contrat, pour l'adapter à la situation propre à chaque assuré. Ces CG peuvent apporter des dérogations, donc des choses différentes par rapport au CG. Donc, si quelque chose ne plaît pas à l'assuré, il va demander une dérogation au niveau des CP, des conditions particulières. Il va peut-être payer plus cher, mais il va avoir des clauses qui l'agréent, sur lesquelles il est d'accord. Ainsi, les conditions particulières expriment la volonté réelle définitive des parties et l'étendue de leur engagement réel. Donc, les CP ont dans la hiérarchie, les CP ont plus de force que les CG, car elles adaptent la situation d'un contrat de masse pour tout le monde à la situation propre à chaque assuré. C'est pour cela qu'en cas de litige, ce qui prévaloir dans l'interprétation du contrat d'assurance, c'est le contenu des conditions particulières CP. La pratique des assurances a donné lieu à une troisième catégorie de documents, qui sont les conventions spéciales ou dites également clauses spéciales ou clauses particulières. Ce sont des imprimés que l'assureur va vous faire signer pour attester de clauses additionnelles, notamment en incendie et en automobile. Elles servent à accorder des garanties facultatives ou additionnelles. Donc, on n'est plus dans des choses qui ont été prévues dans les CG et on doit trouver un document pratique pour les matérialiser. On va alors recourir aux conditions spéciales et aux annexes. Donc, je ne résume pas. Tout ça, on le connaît. Je veux juste dire que les conventions
spéciale précise des garanties prévues aux conditions particulières. Les conventions spéciales ont plus de force et de hiérarchie que les conditions générales, mais pas plus de force que les conditions particulières. C'est-à-dire que, toujours, c'est les conditions particulières qu'il faut regarder en premier, qui ont plus de hiérarchie, plus de force. Bien sûr, si vous avez signé une convention spéciale, cette convention devient quelque chose qui s'impose aux deux parties. Pour les annexes, elles sont nombreuses et très souvent utilisées. Comme les conventions spéciales, elles expliquent certaines garanties ou définissent certaines notions. Elles peuvent aussi introduire des exclusions. Donc, je le rajoute. Elles peuvent aussi introduire des précautions à prendre, moi, je dirais plutôt, des précautions à prendre pour éviter les exclusions. Un cinquième document, c'est enfin la note de couverture ou la note provisoire de couverture qui va venir attester de l'existence de la police pour une durée limitée qui a un caractère tout à fait provisoire en attendant l'établissement définitif du contrat. L'article 2 du Code des assurances a prévu cette note de couverture. Dans le cas où, avant la délivrance du contrat, donc de la police, donc quand je dis police, je dis CG plus CP, ou de l'avenant, l'assureur et l'assureur peuvent se mettre d'accord pour la remise d'une note de couverture provisoire qui, sauf stipulation contraire, indique que l'engagement est fait sur une base donnée. Ça peut être la base des conditions générales, comme cela peut être d'ailleurs d'autres bases. Donc, je préfère dire sur la base du contrat d'assurance. La note de couverture n'est signée que par l'assureur. C'est juste pour dire que le risque est couvert, que la compagnie a accepté de couvrir le risque. Et je vous avais d'ailleurs parlé de ce cas de l'équitation où, pour pouvoir pratiquer le sport, la personne concernée avait besoin tout au moins d'une note de couverture à sa disposition. Donc, je vais momentanément baisser la fenêtre Word et je vous demande de prendre le micro pour d'abord pour vérifier que vous n'avez pas de problème. Levez la main, mais moi je ne vois pas la main. Donc Emeni va être mon ambassadrice et me dire, et prendre le micro s'il vous plaît, Emeni. Tout le monde lève la main pour dire s'il y a des questions. Emeni, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Non, madame. C'est clair. Donc, tout est bon pour tout le monde et on a fait jusque-là à peu près 45 minutes de cours. Donc, je vous suggère de prendre une petite pause de combien, Emeni? 10 minutes. Ça marche. À tout à l'heure, dans 10 minutes. Il sera 16h10, s'il vous plaît.